Excellences, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, bienvenue à notre 7e édition du Salon international des mines et carrières à Casablanca, Maroc. Cette 7e édition qui se tient cette année dans un contexte un peu particulier, suite bien sûr à des années de pandémie qui n'ont pas facilité la chose à beaucoup de secteurs, notamment le nôtre. Mais grâce à la détermination des hommes qui ont pu surmonter cette crise et reprendre des couleurs pour redonner des couleurs à ce secteur. Des hommes dynamiques, des hommes d'action. Et quand je dis hommes, j'entends bien sûr homme avec H majuscule, parce qu'il s'agit de femmes et d'hommes d'Afrique. Des hommes et des femmes qui œuvrent inlassablement pour voir l'Afrique émerger. L'Afrique unie, l'Afrique qui ne compte que sur l'Afrique et se retourne vers elle, comme d'ailleurs prôné par Sa Majesté le roi Mohammed VI depuis bien des années. Le souverain, que Dieu l'assiste, n'a cessé, aux côtés de ses frères et amis, présidents et dirigeants des pays africains frères, à aller de l'avant dans l'aboutissement à une coopération sud-sud, à un partenariat riche, enrichissant et durable, qui n'a d'autre sens que le sud vers le sud. Ceci s'applique et se ressent dans plusieurs domaines d'activité, bien sûr, comme en témoigne ici la présence de plus en plus forte et le soutien de notre initiative, ce Salon international des mines et carrières, qui a l'honneur cette année, pour sa 7e édition, de recevoir de hauts cadres et illustres personnalités africaines du Sénégal, du Bénin, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso et bien sûr du Maroc. Et qu'on aura l'occasion, bien sûr, d'entendre tout à l'heure et qu'on présentera d'ailleurs le moment venu. Enfin, je ne saurais clore cette présentation sans renouveler l'expression de bienvenue à tous nos honorables invités et de remercier l'ensemble de ceux qui ont soutenu notre salon, et je citerai l'OCP, Cadex Group et Carrières et Transport Ménara. Merci à tous et puisse notre salon s'élever à la hauteur de votre confiance et vos attentes. Je passe, si vous le permettez, maintenant la parole à Si Mohamed Moudarir, directeur général de la revue Énergie et Mines et initiateur du salon, que je vous demanderai d'applaudir, s'il vous plaît. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que j'ai l'insigne honneur de prendre la parole ce jour. En ma qualité d'organisateur, à l'occasion de l'ouverture officielle de la 7e édition du Salon africain des mines et carrières, qui s'inscrit manifestement en droite ligne de l'ouverture du Maroc sur son environnement africain. Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, avant tout, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier d'avoir bien voulu accepter de parrainer cette édition décrite à plus d'un titre, comme une activité résultante du plan de développement minier dans notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, votre présence parmi nous aujourd'hui est le gage d'une confiance en notre salon et aussi le témoignage éloquent de votre souci permanent de partager la réflexion, de proposer et d'apporter des solutions aux problèmes qui touchent au plus près les professionnels et les opérateurs dans le secteur des mines et carrières.
souci permanent d'impulser de manière irréversible la marche vers l'émergence de tels secteurs en vue du développement socio-économique des populations dans l'Afrique. Une fois encore, je voudrais également saisir cette occasion pour remercier tous ceux qui ont répondu favorablement à notre invitation et qui, en dépit de leurs charges quotidiennes et des distances qui nous séparent, y ont manifesté leur intérêt en apportant des contributions multiformes à la réussite de cette rencontre consacrée aux méthodes stratégiques et critiques de l'Afrique. Cependant, j'ai une pensée profonde tournée vers tous les différents acteurs partenaires économiques et sociaux directement impliqués dans ce processus. En effet, pendant 3 jours, ils vont devoir échanger, réfléchir, communiquer, informer, sensibiliser, partager afin de bâtir un nouveau partenariat et permettre à chacun d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Salon international des mines et carrières, qui sert de soubassement à la mise sur socle de la qualité du patrimoine et de la richesse minière dans notre continent, est placé cette année sous le thème « Méthode stratégique de l'Afrique pour la transition énergétique mondiale et la décarbonation des industries ». L'Afrique pourrait devenir un hub incontournable pour la fabrication des batteries lithium, pour stocker l'énergie et électrifier la flotte des véhicules de transport, compte tenu de ses richesses et dotations en lithium, graphite, cobalt, nickel, cuivre et minéraux de terre rares. Tous ces éléments sont essentiels à la construction de la future économie verte mondiale et constituent également de nouvelles opportunités de marché pour la transition vers le zéro émission nette. Les pays africains doivent développer une stratégie nationale pour ancrer la vision africaine minière afin d'optimiser les bénéfices tirés de la chaîne de valeur des batteries et des véhicules électriques. Pour notre pays, qui sait accorder l'Afrique comme axe stratégique de développement, sa vision, exprimée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, est de voir le royaume devenir synonyme de qualité, de créativité et d'innovation avec un label Made in Morocco reconnu sur le marché international. Le Maroc, par sa politique africaine, joue un rôle moteur dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique subsaharienne. Cette manifestation aura pour vocation de rassembler de nombreux opérateurs africains des mines et des carrières autour de thèmes communs comme la mine digitale 4.0, le recyclage des déchets miniers, l'évolution technologique, l'instrumentation en matière et digitalisation en matière de géotechnique, ainsi que la politique environnementale et RSE. Aussi, parmi les moments forts de cet événement, un atelier sur la réforme de la nouvelle loi sur les carrières, qui va débattre les différentes propositions et aspects d'amélioration de cette loi d'une manière concrète, concertée avec les opérateurs et l'administration. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis persuadé que les sujets qui seront exposés et les discussions qui en découleront présenteront un intérêt certain pour les participants qui en tireront certainement le meilleur profit. Sur ce, mes remerciements à tous ceux qui ont bien répondu à notre invitation, à Madame la ministre des Mines et de la République démocratique du Congo, qui va nous rejoindre certainement demain, à Monsieur le ministre accompagné par une forte délégation, à Monsieur le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines du Bénin, représenté par son directeur du cabinet adjoint, à Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie du Sénégal, Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie du Sénégal, représenté par Monsieur le secrétaire général. Et mes remerciements également à Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso au Maroc. Merci également à nos partenaires et exposants qui ne cessent de nous soutenir matériellement et moralement, et spécialement le groupe OCP, le groupe CADEX et Menara Holding. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Directeur Général. Et comme vous avez dû le remarquer,
l'Afrique est très présente dans notre 7e édition du Salon. Une présence qui se fait sentir et ressentir, notamment dans le cadre du riche programme scientifique parallèle où est réservé un panel qui sera dédié à l'industrie minière en Afrique. Ceci demain, Inch'Allah. Par la suite, comme vient de le citer Si Mohamed, la présence d'illustres personnalités. Et j'ai le plaisir d'appeler au pupitre Monsieur Ibrahima Gueye, secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie de la République du Sénégal. Monsieur. Je vous demanderai, pour ce petit contretemps, une pluie d'applaudissements pour Monsieur Gueye. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, Mesdames, Messieurs les représentants des différents ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le directeur de la revue Énergie, Mines et Carrières, Mesdames, Messieurs, chers participants, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je dirige la délégation sénégalaise pour participer au Salon international des mines de Casablanca. Normalement, Monsieur le ministre Omar Sarr avait donné son accord de principe pour être présent avec vous. Malheureusement, son agenda ne lui a pas permis d'être présent. Donc c'est pour nous un honneur de diriger la délégation et de se retrouver à Casablanca pour rejoindre nos frères marocains et les autres partenaires africains. Donc, Mesdames, Messieurs, permettez-moi, avant de pouvoir démarrer l'allocution, de transmettre au nom de Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Macky Sall, tous ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, ainsi que le peuple marocain pour l'invitation et surtout l'accueil cordial réservé à notre délégation. Ce qui conforte encore, si besoin en était encore, de la forte fraternité qui unit nos deux peuples. En effet, le Sénégal et le Maroc entretiennent des relations séculaires, privilégiées d'amitié et de coopération, marquées par la signature de conventions bilatérales. Et aujourd'hui, ça se traduit par une forte présence de gros investisseurs marocains, et je pourrais citer entre autres Managem, qui vient récemment d'accueillir les titres de IAM Gold, Boto. Je veux parler de Cadex avec son projet d'implantation d'une fabrique au Sénégal. Je peux citer aussi le groupe CIMAF qui va ouvrir une nouvelle cimenterie. Et bien sûr, je pourrais citer Reminex avec son laboratoire qui déjà a conclu une convention avec notre groupe de laboratoire. Et il y a aussi l'OCP qui continue vraiment à intervenir de façon importante au niveau de notre pays. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour adresser nos vives félicitations et nos remerciements aux organisateurs, particulièrement à M. Mohamed Moudarir, directeur de la revue, ainsi qu'à tous les partenaires et acteurs qui ont accepté de vous accompagner pour que ce salon puisse constituer une réussite, mais aussi une référence au niveau du secteur minier africain, où pourrait germer d'importants partages d'expériences et de bonnes pratiques, et demain permettre à ce que notre continent puisse disposer d'outils et de stratégies pouvant lui permettre de respecter la grande vision minière.
cette 7e édition sous le thème métaux stratégiques et critiques de l'Afrique et transition énergétique, la mine numérique et intelligente, le recyclage des résidus et déchets miniers, est en parfaite ligne avec les différentes mutations du secteur minier africain et rencontre parfaitement notre adhésion quant aux efforts et aux stratégies à développer pour permettre à ce que notre secteur minier africain puisse optimiser toutes les retombées socio-économiques en faveur de nos populations. Les thématiques, aussi bien la transition énergétique, la gestion des rejets miniers, constituent des enjeux et des défis majeurs qui devront pour une large part conditionner l'avenir de nos exploitations minières. Au-delà des exigences environnementales, il s'agit aujourd'hui de profiter de ces enjeux pour développer les opportunités économiques qui pourront nous permettre de mieux nous approprier de toute la chaîne de valeur. Donc c'est pour vous dire que c'est des thématiques extrêmement intelligentes et surtout devront permettre aux différents acteurs de pouvoir échanger sur toutes les bonnes pratiques et les bonnes expériences pour nous en permettre de tirer le maximum de profit. Donc comme vous l'avez dit, le thème de cette 7e édition est plus qu'important dans la perspective de nous permettre à nos différents pays de mieux affiner nos stratégies au niveau national, mais également au niveau communautaire. Mais aussi, ces stratégies devront nous permettre de trouver les solutions adéquates face aux grands défis liés au changement climatique et à la gestion de notre écosystème grâce à la transition énergétique, à la digitalisation du processus et surtout à la gestion responsable des résidus et déchets miniers. Loin de tout pessimisme ou fatalisme, nos États devront, malgré les obstacles et contraintes majeures, développer les échanges sud-sud et permettre à nos différents acteurs d'optimiser les différents efforts de coopération pour nous permettre de trouver ensemble les solutions qui permettraient à notre secteur minier d'être beaucoup plus résilient et responsable face aux grandes mutations qui secouent le secteur dans le monde. Mesdames, Messieurs, distingués invités, sur ces mots, je voudrais encourager autant les organisateurs que l'ensemble des partenaires ici présents à optimiser et à consolider davantage les efforts de coopération et de partenariat pour permettre que cette 7e édition puisse porter les fruits importants de permettre à notre secteur minier africain d'être plus responsable et plus durable. Toutes nos félicitations encore pour la qualité de l'organisation et la participation des différents acteurs. Sur ce, je vous remercie de votre très aimable attention. Shukran. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Vos expressions de remerciement, d'encouragement et de sollicitude nous vont droit au cœur et j'espère que vos vœux seront exaucés à la fin de cette édition. Là, je vous invite à rester en Afrique, à poursuivre notre voyage, notre beau voyage dans notre continent et j'ai le plaisir d'appeler au pupitre Monsieur le directeur du cabinet du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de la République du Bénin, Monsieur Toussou Kora Alassane. Monsieur Kora, à vous la parole. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, bonjour.
Excellences, Messieurs les représentants des différents ministres, des ministères invités pour ce salon des mines et carrières du Maroc. Madame et Messieurs les représentants des corps diplomatiques ici présents, Monsieur le directeur de la revue Énergie et Mines de la République du Maroc, Mesdames et Messieurs les membres des délégations des pays frères et amis, Monsieur le maire de Casablanca, chers invités, c'est pour moi un honneur de prendre part à cette cérémonie officielle d'ouverture de la 7e édition du Salon international des mines et carrières de la République du Maroc, du Royaume du Maroc, pardon. Qui se tient à Casablanca du 2 au 4 mai 2023. Au nom de mon ministre empêché qui aurait bien voulu faire le déplacement et qui, depuis le 17 avril passé, a vu son portefeuille d'activité élargi à l'énergie, c'était l'eau et les mines. Au nom du président de la République, son Excellence Patrice Talon, je souhaite la bienvenue à tous les participants à ce sommet qui représente un creuset d'échanges, de partage d'expériences et de mobilisation des partenaires pour le développement des mines en Afrique. Qu'il me soit également permis de saluer l'engagement de toute l'administration minière marocaine et des organisateurs du présent salon pour les efforts louables constatés à travers tout ce que nous avons vu de beau depuis que nous sommes dans ce pays frère et également au lieu où se tient ce salon. Excellences, Mesdames et Messieurs, la participation de mon pays, le Bénin, à la 7e édition du Salon international des mines et carrières du Maroc est encore une occasion pour nous de renforcer nos partenariats et nos capacités dans l'exploration, l'exploitation des puissances minérales et la promotion de nos potentialités minières. En effet, le Bénin dispose d'un potentiel minier assez diversifié, très peu connu et peu exploré, ce qui constitue pour nous des opportunités d'affaires à offrir toutes les fois que les occasions se présentent au niveau du continent africain. Conformément au programme d'action du gouvernement 2021-2026 du gouvernement de la rupture au Bénin, il est prévu le développement de certains projets de recherche visant les secteurs or, lithium dont les indices sont presque confirmés, le chrome, le nickel et également les pierres ornementales pour lesquelles déjà des usines sont en cours d'installation pour la valorisation des différentes pierres ornementales par la fabrication des carreaux de céramique et également des carreaux d'argile. De même, le contact et les échanges avec les délégations d'autres pays amis renforceront le Bénin dans sa capacité à mieux gérer toute la chaîne minière depuis l'exploration, l'exploitation, la transformation, puis la récupération et le recyclage des déchets miniers. La maîtrise de l'ensemble du processus des activités de notre secteur représente un grand défi à relever dans le cadre de la préservation de l'environnement et l'assainissement de notre cadre de vie. S'inspirant des expériences d'autres pays miniers dans lesquels la contribution du secteur au développement des 10 pays n'est plus à démontrer, il importe pour chaque gouvernement
disposant d'un potentiel minier, d'investir considérablement afin que les retombées de l'exploitation de ces ressources puissent aider dans la réduction de la pauvreté de notre continent. De plus, l'importance accordée au contenu local a permis de revoir non seulement le cadre institutionnel et législatif dans la plupart de ces pays, ce qui aujourd'hui donne une nouvelle dynamique au secteur minier. Qu'il me soit permis également de présenter l'avantage obtenu des efforts consentis depuis 2016 par la redynamisation du secteur, ce qui aujourd'hui nous a donné l'avantage d'organiser dans les tout prochains jours l'ECOMOF, c'est-à-dire le forum de la CEDEAO sur les mines et les carrières, prévu pour se tenir du 27 au 1er décembre 2024. Vous y êtes donc tous invités pour que le secteur minier africain puisse rayonner davantage et attirer davantage de potentiels partenaires techniques et financiers. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans vous inviter à visiter le stand d'exposition des potentialités minières du Bénin afin de découvrir les richesses du sous-sol du Bénin, les opportunités d'investissement qui s'offrent aux potentiels partenaires ayant pris part à ce salon et également au rayonnement du secteur minier en Afrique. Vive la coopération bénino-marocaine qui dure depuis des décennies et qui de plus en plus connaît aujourd'hui son paroxysme par l'actualisation de ce partenariat avec le Royaume du Maroc, avec un partenariat entre l'Office béninois de recherche géologique et minière du Bénin et l'ONIM, et très bientôt avec Managem Reminex pour le volet lithium. Plein succès aux travaux de la 7e édition du Salon international des mines et carrières. Je vous remercie. Merci, Monsieur Alassane. Et c'était vraiment un plaisir d'apprendre que le Bénin, outre qu'un beau pays, c'est aussi un pays où il y a des hommes qui travaillent, comme on vient d'apprendre et comme toutes les initiatives soulignées dans la précédente intervention. J'appelle maintenant au pupitre Monsieur Mabolia Yenga, coordinateur de la CTCPM au ministère des Mines de la République démocratique du Congo. Merci, monsieur le modérateur. Avant toute chose, je voulais présenter les excuses de Madame la ministre des Mines de la République démocratique du Congo, Antoinette Samba Kalambaye, qui, compte tenu de son emploi de temps, m'a chargé de venir lire son discours. Mais avant que je puisse lire son discours, j'ai entendu mes deux confrères qui ont parlé avant, qui ont relevé des points assez importants pour la délégation que nous sommes. Et au-delà des minerais stratégiques, la coopération avec le Maroc n'est pas encore à 100%, mais nous avons des sujets que ma délégation va probablement explorer avec nos homologues. Le Maroc est un pays producteur de phosphate, ce qui nous intéresse. Le Maroc est producteur de cobalt, ce qui nous intéresse énormément. Le Maroc a une tradition, une administration qui tourne à plein régime. Ça nous intéresse, surtout que nous venons de lancer en RDC l'inspection générale des mines. Nous aurons donc des discussions cet après-midi, j'imagine très fructueuses. Et dans le cadre de cette discussion, nous avons une exploitation artisanale très importante et la question des rejets
nous intéresse particulièrement. Et donc ça, ce sont des sujets que nous allons, la délégation qui nous accompagne, nous tous, allons explorer durant tous ces jours. Mais permettez-moi maintenant de vous lire le discours de Madame la ministre des Mines, et je vais la lire in extenso. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur du magazine Énergie, Mines et Carrières, Messieurs les participants au Salon international des mines et carrières, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à leurs excellences, Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, que Dieu l'assiste, et au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je présente mes hommages les plus déférents, pour d'excellentes relations qui existent entre nos deux États. Le ministère des Mines de la République démocratique du Congo se réjouit de voir la tradition respectée par l'organisation de la 7e édition du Salon international des mines et carrières et remercie le magazine Énergie et Mines et Carrières pour l'avoir associé aux travaux. Je profite de l'occasion pour encourager cette collaboration qui ne fait que concrétiser la volonté de deux pays d'œuvrer ensemble pour booster le secteur minier en Afrique. Mesdames et Messieurs, distingués invités, les présentes assises du Salon international des mines et carrières, dont le thème principal se focalise autour des minerais stratégiques et critiques, m'offrent l'opportunité d'éclairer la vision du gouvernement congolais par rapport aux enjeux de la transition énergétique. Notre cheval de bataille est que les potentialités minières que regorge la République démocratique du Congo se transforment en richesses certaines grâce à une exploitation rationnelle et efficiente dans le strict respect des normes environnementales. C'est dans ce contexte que le secteur minier pourrait contribuer à la croissance soutenue et au développement durable des pays africains. Le défi à relever, ou mieux, le pari à gagner, est celui d'assurer le leadership mondial quant à ce, et cela s'avère légitime. Aussi, tout investisseur désireux d'opérer dans le secteur minier est-il invité à élaborer des projets miniers couplés à des projets des infrastructures de base. Telle est la vision du gouvernement congolais, laquelle est notre démarche fondamentale. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, abordant le thème du jour, nous aimerions signaler que la législation minière congolaise, régentée par la loi numéro 07/2002 du 11 juillet 2002, portant code minier, telle qu'elle a été modifiée le 9 mars 2018, a innové en introduisant le concept de substance stratégique, qu'elle définit comme étant toute substance qui, suivant la conjoncture économique internationale du moment, à l'appréciation du gouvernement, présente un intérêt particulier au regard du caractère critique et du contexte géostratégique. En effet, l'article 7 bis du Code minier stipule que la conjoncture économique nationale et internationale le permet. Le Premier ministre peut, par décret et délibéré en Conseil des ministres, sur avis des ministres sectoriels concernés, déclarer certaines substances minérales substances stratégiques, l'accès à la recherche, l'exploitation et la communication des substances, la commercialisation des substances stratégiques sont régis par des dispositions réglementaires particulières. Eu égard à ce qui précède, en vue de concrétiser la volonté du gouvernement par rapport à cette question, le Premier ministre de la République démocratique du Congo a, en date du 24 novembre 2018, pris le décret 18/042 portant déclaration du cobalt, germanium et de la colombo-tantalite, communément appelée coltan, comme substance minérale stratégique. Pour ce qui est de la stratégie nationale, il est entendu que, vu le caractère épuisable de ces substances stratégiques et dans le souci de maximiser les recettes de l'État, le Code minier a plafonné le paiement de la redevance minière à 10%.
En ce qui concerne particulièrement le cobalt, nous aimerions signaler que le rapport 2021 du Cobalt Institute indique que la demande mondiale de cette substance minérale stratégique a augmenté de 22% en 2021 et projette en même temps une augmentation de 13% pour les 5 prochaines années. En tant que maillon de la chaîne, la République démocratique du Congo s'emploie à garantir l'approvisionnement mondial en cobalt et en cette manière, sa politique consiste à, premièrement, favoriser la découverte de nouveaux gisements encore enfouis et cachés dans le sous-sol jusqu'à la certification de leurs réserves. Il y a lieu de signaler ici que grâce au Fonds minier pour les générations futures, en sigle FOMIN, il sera procédé dans les tout prochains jours, dans les tout prochains mois, en fait ça a déjà commencé, la campagne d'exploration géophysique aéroportée dans différents blocs de la République démocratique du Congo. Le deuxième, mettre en exploitation les gisements certifiés pour aboutir à la production et à la commercialisation des produits miniers à grande échelle, à valeur ajoutée. Dans le souci de respecter les prescrits de la loi, le gouvernement encourage donc les investissements dans la transformation locale de nos substances stratégiques pour une meilleure commercialisation. Cela aura à coup sûr un impact significatif sur le plan social, avec comme conséquence directe la création d'emplois et l'augmentation de la valeur ajoutée. Telle est la stratégie que nous comptons mettre en œuvre pour réaliser les objectifs du développement de nos substances stratégiques, en particulier, et du secteur minier en général. Merci pour votre particulière attention. Antoinette Nsamba Kalambay, ministre des Mines. Je vous remercie. Exceptionnellement, je vais vous retenir encore un peu. Il n'y a pas de Pour problème. vous poser une petite question. Très bien. Alors si je J'espère vous que je dis... pourrai répondre. Ah, c'est sûr. Si je vous dis que l'organisation du salon vous a préparé une petite surprise, vous penserez à quoi? Je donne ma langue au chat, à moins que je demande aux autres, parce que moi je ne suis qu'un messager aujourd'hui. Très bien. Alors, on vient d'avoir connaissance d'un ensemble d'efforts et de choses entreprises en faveur du secteur par Madame la Ministre. Ah, ok, d'accord. Et compte tenu de ces efforts inlassables et indéfectibles pour le développement du secteur minier en République démocratique du Congo et bien sûr en Afrique de manière générale, la direction du salon et la fondation Trophée de l'Africanité, présidée par M. Nsarallah Belkhiyat, a prévu de remettre une médaille de reconnaissance à Madame la Ministre. Cette médaille vous sera remise et nous vous demanderons de bien vouloir nous faire l'honneur de la remettre à Madame la Ministre. Ici, elle vous sera remise par Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso. Monsieur l'ambassadeur. Je vais dire un petit mot. Oui, bien sûr. Bienvenue, Monsieur Coulibaly Mamadou, et merci de nous avoir fait l'honneur d'être présent parmi nous. Alors, Monsieur Nsarallah Belkhiyat, président de la Fondation Trophée de l'Africanité, vous présentera la Fondation et un petit mot concernant la médaille. Merci. Merci infiniment. Je voudrais remercier tous les intervenants et notamment l'intervention de M. Yang qui nous explique pourquoi réellement la RDC est à l'avant-garde de l'industrie, du développement de l'industrie minière en Afrique. Donc la Fondation Trophée de l'Africanité, pour l'information, elle existe depuis 5 ans et à son actif, elle est leader sur le continent parce que son
son objet principal est la reconnaissance. Nous avons honoré plus de 200 personnalités en Afrique, dont une dizaine de chefs d'État qui ont accepté de recevoir le trophée de l'africanité pour des initiatives qui sont précisées. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, nous remercions donc les organisateurs de nous avoir invités pour honorer Madame la ministre des Mines de la RDC qui, depuis 4 ans, est en train de travailler pour, effectivement, il l'a dit tout à l'heure, vous avez remarqué toute la dynamique qui a été déployée pour le cobalt avec cette forte demande mondiale. Donc c'est vraiment, et pour une autre part aussi, pour ces efforts qui sont déployés pour la coopération avec le Maroc dans le même domaine. C'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui là, pour remettre la médaille de la reconnaissance africaine. Je vais demander à monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso, à qui nous avons remis, voilà, de bien vouloir honorer la médaille en remettant donc à monsieur Yang, le coordonnateur qui remplace ici la ministre des Mines. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais dire que c'est un grand honneur pour moi et un immense plaisir de remettre cette distinction au nom des organisateurs de ce salon à Madame la ministre des Mines et Carrières de la République du Congo pour ses efforts inlançables. C'est vraiment le mot, c'est ce qu'il vient de dire ici. Voilà, et tout ce que la République du Congo fait dans le domaine des mines et carrières. Monsieur, voilà. Vous voulez tenir? Non, non, il dit de mettre. Je ne suis pas Madame Kalambaye. C'est pour ça. Ah, ok. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez mon émotion, parce que nous ne nous y attendons pas à un cadeau. C'est intéressant parce que tantôt on a parlé du monde des hommes et on a précisé. Monsieur l'organisateur, monsieur le président de la fondation, monsieur l'ambassadeur. Vous comprenez mon émotion. C'est un peu difficile. Ah voilà. Monsieur le président de la fondation, monsieur l'ambassadeur, c'est une émotion grande qui est la nôtre, au nom de madame la ministre, de recevoir son cadeau. Comme c'est une délégation ministérielle accompagnée des experts, je voulais associer mes autres collègues experts qui sont avec moi pour recevoir le cadeau de madame la ministre. Il n'y a que des hommes et celle qui reçoit le cadeau, c'est une femme et elle n'est pas là. Mais du fond de cœur, là où elle est, nous allons vous transmettre, si c'est possible, ces remerciements d'ici demain via visioconférence. Encore une fois, au nom de madame la ministre des Mines de la République démocratique du Congo, nous vous remercions et cela nous va droit au cœur. Permettez-moi, si un de mes collègues voudrait ajouter, comme ici aujourd'hui c'est collectif. Merci beaucoup pour la parole. Nous pensons que nous sommes venus accompagner son Excellence Madame la ministre des Mines. Elle n'est pas là, c'est vrai, mais il y a son représentant, il y a l'équipe qui travaille avec elle. Moi, je suis le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de minerais en République démocratique du Congo. Je suis accompagné du président du conseil, du CEC, et de l'expert Maurice, qui est sur le PK. Le PK, c'est le processus de Kimberley. Comme vous savez, la République démocratique du Congo encadre plusieurs minerais. Nous partons du diamant, nous avons de l'or, nous avons le 3T, nous avons le cuivre et le cobalt, nous avons le nickel, nous avons aussi ce qu'on appelle la terre rare. Donc,
Tout ça, c'est sous l'encadrement de Madame la ministre. Je pense que vous pouvez l'applaudir beaucoup. Moi, je remercie l'Assemblée, l'organisation, et c'est un plaisir pour l'Afrique, notre Afrique qui se réveille pour s'occuper de ces minéraux stratégiques et vraiment relever les richesses de notre Afrique pour son développement. C'est une fierté pour nous tous, pour vous tous qui êtes là. Merci. Également, au nom de tout le staff d'organisation du Salon international des mines-carrières et de la revue Énergie et Mines, on a voulu honorer Madame la ministre pour tous ses efforts pour le développement minier en Afrique. En suivant un petit peu son parcours et ses activités, j'ai remarqué qu'il a carrément pas mal œuvré pour la promotion des mines en Afrique à travers le monde, à travers plusieurs pays du monde. Donc c'est un honneur pour nous en tant que femmes africaines qui portent ce drapeau. Et donc voilà, merci. Nous avons un stand juste derrière vous ici et bien sûr, je crois que nous allons afficher la photo de Madame la ministre, au moins qu'on puisse voir qu'elle est présente parmi nous. Merci. Bien, merci tout le monde, merci infiniment. La présence de la délégation est une preuve, un témoignage vivant de la coopération entre la RDC, le Maroc et les pays du Sud-Sud. Nous encourageons la coopération Sud-Sud dans tous ces formes et nous souhaitons un très bon salon à tout le monde. Merci. Un tableau émotionnel, bien sûr, beaucoup d'émotions et surtout la fierté de voir aujourd'hui l'Afrique, honorer l'Afrique rendre hommage à l'Afrique. C'est quand même très expressif. Vous disiez tantôt, monsieur Kobena, vous avez l'or, vous avez les diamants, vous avez beaucoup de minerais. Une petite précision, vous avez aussi une perle rare et qui n'a pas de prix. C'est Madame la ministre, justement, que je vous demanderai de réapplaudir encore une fois. En parlant de mines et carrières, en Afrique, c'est le même ministère qui gère les deux secteurs, ce qui n'est pas le cas au Maroc. Pour nous en parler, Monsieur Timouri va nous donner une petite précision. Merci, c'est Timouri. Merci, bonjour tout le monde. Moi, je suis très ravi d'être là, très honoré parmi l'équipe qui organise le salon. Moi, je l'ai accompagné depuis 2012. C'était la première édition avec laquelle le ministère de l'Équipement et du Transport avait organisé ce salon Mines et Carrières. Je voulais tout simplement saluer nos frères, amis, représentants des différents pays africains ici présents, le Sénégal, le Bénin et le Congo. Et je voulais vous informer qu'au Maroc,
il y a différentes réglementations qui régissent aussi bien l'exploitation des carrières que l'exploitation des mines. Donc tout ce qui est exploitation des carrières, il y a une loi qui a été promulguée en 2015, mise en application en 2017. Donc qui gère un peu ou bien qui réglemente toute activité en relation avec l'exploitation des matières, que ce soit des carrières, que ce soit des carrières superficielles, ou bien des carrières souterraines, ou bien des carrières en mer, ou bien des carrières sur le littoral. Et il y a le code minier aussi qui a été promulgué en 2015. Donc j'ai appris à travers vos interventions qu'aussi bien au Sénégal, il y a une direction qui s'occupe des carrières dans les différents ministères, au Bénin et au Congo. Il y a les mines, mais qui régissent aussi l'exploitation des carrières. Je voulais tout simplement partager cette information et je salue la coopération Maroc avec les pays africains dans le cadre bien sûr du renforcement de la coopération Sud-Sud. Et je vous souhaite la bienvenue à nos frères de pays africains. Merci. Merci Siti Mouri pour cet éclaircissement. En tout cas, maintenant vous êtes avertis, vous savez de quoi il s'agit un peu partout. Nous allons poursuivre maintenant avec un haut cadre, un homme auquel j'ai beaucoup d'estime. C'est un cadre hors pair, un cadre marocain qui connaît le secteur autant que le secteur le connaît, pour son riche parcours. Il est aujourd'hui membre du Conseil économique, social et de l'environnement. Il est aussi enseignant à l'université Mohamed VI Polytechnique. Mesdames et messieurs, je vous demanderai sous un tonnerre d'applaudissements de recevoir Monsieur Abdullah Moutaki. Bonjour chers amis, bonjour tout le monde, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, comme je l'ai fait il y a quelques années à l'occasion de l'organisation de ce salon. Et le thème m'intéresse énormément parce que nous venons de sortir au niveau du Conseil économique, social et environnemental le rapport sur les minerais stratégiques et critiques pour le Royaume du Maroc, un document de travail qui va sûrement être utilisé dans les réflexions de l'ensemble des partis qui s'intéressent à cette thématique. J'ai préparé un certain nombre de slides qui, j'espère, ne vont pas... Je vais essayer d'être très bref dans mes propos, parce qu'on est en fin de matinée, et je suis très heureux, hyper heureux de constater la diversité des participants, nos amis qui viennent de pays amis, frères de l'Afrique subsaharienne, des compagnies marocaines, des sociétés de services. Donc vraiment, je suis très très content de partager avec vous ce travail. Je ne sais pas si tout le monde peut voir, mais je comprends qu'il y a peut-être un réglage à faire pour la visibilité des différentes slides. Alors, quand on évoque la question des minerais stratégiques et critiques, on ne peut pas ne pas l'évoquer. On ne peut pas ne pas l'évoquer dans un cadre plus large qui est celui du secteur minier en général. Donc c'est pour cela que j'ai cru utile de commencer par un panorama, l'état de l'exploration et du développement minier dans notre continent, et puis après faire un focus et un zoom sur le secteur minier, sur le secteur des minerais stratégiques et critiques et l'importance de ces filières. Je ne vous apprends rien en rappelant que les fondamentaux du marché du secteur minier ont subi d'importantes mutations depuis 2009. Donc on a, je crois que je vais prendre.
Donc les fondamentaux des marchés, c'est l'offre et la demande. Donc je ne sais pas si le son est bon. Donc il y a l'offre et la demande qui a beaucoup augmenté et qui continue à le faire. Les volatilités des cours, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, et la problématique de la maîtrise de la production et surtout du raffinage. On va beaucoup parler, ce terme va revenir dans mon exposé à plusieurs reprises. L'augmentation de la demande mondiale est tirée par, on le voit toujours, la croissance de la Chine, l'urbanisation galopante que connaît le monde et notre continent s'y trouve parfaitement. Le développement de la classe moyenne, et qui dit classe moyenne dit accès à des services de qualité. Et à tous ces paramètres viennent s'ajouter deux facteurs importants, la transition énergétique et la transformation numérique, et qui vont se partager un certain nombre de minerais. Bien entendu, les États vont mettre, et les groupements économiques vont mettre en place différentes stratégies pour garantir leur approvisionnement et puis aller vers la souveraineté industrielle. Ça aussi, c'est un terme sur lequel je vais énormément insister pour faire passer le secteur minier à un autre palier en termes de responsabilité pour le développement. Et donc, vous imaginez les rivalités qui peuvent exister entre les différents États pour sécuriser l'approvisionnement. Et c'est pour cela que le secteur se trouve aujourd'hui, depuis 2009, au cœur d'enjeux géostratégiques et géopolitiques. Alors, l'industrie minière en Afrique, ça a été bien présenté par les différents intervenants qui m'ont précédé. Je vais lire uniquement la phrase « le potentiel minier est très important ». Et puis, tout minerai confondu, l'Afrique totalise un tiers des réserves minérales mondiales. Je vais revenir tout à l'heure pour des détails. Et donc, vous avez, c'est un schéma que vous connaissez tous en termes de potentiel minier africain. Mais potentiel minier ne veut pas dire participation active à la production mondiale. On va le voir et ne dépassera pas les 5%. Alors, les projets qui sont actifs en Afrique, il y a à peu près, donc la slide n'est pas bien projetée, donc il y a peut-être un problème de visibilité. Il y a 53%, il y a à peu près 1800 projets qui sont actifs aujourd'hui sur le continent. 53% sont des projets de production et 47% sont des projets d'exploration. Et on a, en termes de pourcentage, on a une dominance dans la partie sud de l'Afrique, avec l'Afrique du Sud qui tire la majorité des projets, et puis une répartition à peu près de 20% pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe et l'Afrique centrale. Le Maghreb occupe la dernière place. Alors, sur le plan le total des projets par pays, l'Afrique du Sud, comme je l'ai dit, occupe la première place. Mais le plus important, c'est de constater que sur la partie droite, c'est que nous avons les 11 pays miniers de l'Afrique qui vont occuper 30% du territoire africain. Ça veut dire que le continent reste sous-exploré, sous-développé sur le plan du développement minier. Donc, sur les 30 millions de kilomètres carrés de l'Afrique, 30% seulement est concerné par cette activité minière, au-delà d'une 50aine de projets par pays. La production minière mondiale par continent, donc vous pouvez le voir, comme je l'ai dit au début, malgré ce fort potentiel, la production du continent africain ne dépasse pas 5,5%. Donc il y a vraiment l'un des défis majeurs du continent africain, c'est comment faire passer le potentiel en projet bancable, en projet donc à réserve certifiée, comme vient de le dire monsieur le représentant de la RDC. C'est vraiment l'un des défis majeurs de notre continent. Mais quand on voit le développement de l'industrie minière, de la production minière à l'échelle mondiale depuis 2000, on constate que le continent africain a eu une augmentation de 28%. Donc imaginez 28% pour aboutir uniquement à 5,5%. Donc ça donne vraiment le retard que nous devons
que nous devons donc remplir et rattraper, pour être à la hauteur de certains pays, notamment au niveau de l'Asie et au niveau de... Regardez l'Europe, et c'est pratiquement ce qui est perdu par l'Europe, les 28% sont récupérés par le continent africain, donc ça nous laisse ça nous donne vraiment des axes de réflexion sur le fond de la problématique et le fond de la manière avec laquelle on doit aborder cette question. Le budget d'exploration, la faiblesse et la modestie de la production minière en Afrique est liée à la modestie des montants d'exploration investis. C'est 1%, donc c'est autour de 1 milliard de dollars par rapport aux 10 milliards qui sont, 11 milliards qui sont investis à l'échelle mondiale en 2021. Et l'Afrique va continuer à occuper la 5e place. Elle ne bouge que très peu dans les classements mondiaux en termes d'investissement en exploration. Donc ça aussi, les gouvernements sont confrontés à cette problématique. Comment améliorer l'attractivité du secteur? Les budgets d'exploration par substance dans le continent africain, on va avoir que à peu près autour de 70% c'est pour l'or et 11% pour le cuivre. Donc les deux métaux, je dirais les métaux qui attirent le plus d'investissement, c'est le cuivre et l'or. Et la tendance va continuer. Et à nous de se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose pour le continent ou non? Moi, je ne le pense pas, parce que la question de la diversification constitue l'un des défis majeurs de ce continent si on veut avoir un développement local et territorialisé le plus large possible. Les budgets d'exploration par type de projet, là aussi c'est une tendance mondiale. En Afrique, la majorité des investissements se font sur des sites miniers qui sont connus. Donc le manque à gagner au cours des années à venir par ce retard accumulé sur les phases amont va continuer à se ressentir. Et le rôle de l'Afrique, je vais donner quelques exemples. L'Afrique a un rôle à jouer et des opportunités à saisir pour dynamiser de nouvelles découvertes. Donc je résume ici ce que vous connaissez tous, ce qui est déjà publié, c'est que nous avons un grand potentiel. Il y a des efforts qui sont consentis, on le sait, dans des pays qui sont parmi nous, mais la transformation tarde à venir parce que c'est un travail de longue haleine et nous avons à peu près 5 ou 6 grands défis pour l'industrie minière en Afrique. D'abord, c'est qu'il y a des pays très riches en termes de ressources minières et de ressources naturelles en général pour lesquels nous avons des indicateurs de développement humain qui sont très faibles. Je ne vais pas revenir sur cette question, on a eu l'occasion peut-être d'en débattre à d'autres occasions. La faiblesse de la transformation du potentiel minier, donc la production minière 5,5%, c'est très bas. La modestie de l'investissement de l'exploration minière, donc je l'ai dit, l'or et le cuivre vont s'accaparer la majorité de ces investissements. Et puis, un point il faut vraiment le mettre sur la table aujourd'hui, c'est la faiblesse de la valorisation en aval. Et quand on a un manque de valorisation aval, on perd de la valeur, on n'arrive pas à localiser la valeur ajoutée et à capter une partie de cette valeur ajoutée. Et donc, la question des minerais stratégiques et critiques, je vais revenir dessus. Vraiment, c'est une grande question relative liée à la valorisation locale. Et si l'Afrique veut aller vers la dynamisation de la zone de libre-échange, la ZLECAf, qui constitue l'un des grands projets, les projets majeurs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, cette question de valorisation locale est très importante. L'exemplarité du secteur minier, donc toutes les questions relatives aux normes environnementales, sociétales et de gouvernance. Donc ça aussi, c'est un point qui est largement abordé par la documentation. Et puis le faible niveau de développement des chaînes de valeur et la faiblesse de l'intégration de l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiales, voire même locales ou régionales. Et je sais que ça aussi, c'est un point que nous avions abordé
au niveau de la stratégie des produits de base de l'Union africaine quand je pilotais le groupe de travail des hauts experts, dont peut-être certaines personnes ici présentes ont déjà assisté à ce genre de travail, et pour lesquels il y a la stratégie des produits de base, là aussi, l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine, et qui allait dans le sens d'une valorisation locale pour tirer le meilleur de ce potentiel. Tenant compte de ces défis, il y a aujourd'hui certaines opportunités pour le continent sur lesquelles nous pouvons tous travailler, et je pense qu'ils nous donnent vraiment davantage d'optimisme. La demande mondiale qui va continuer, elle se maintient, donc elle est toujours très importante. Il y a même des métaux pour lesquels il va y avoir un manque pour le cuivre. D'ici la fin de la décennie, il va y avoir un manque entre 8 et 10 millions de tonnes, d'après la déclaration de la semaine du cuivre qui s'est tenue au Chili dernièrement. Le cas du cobalt également, la production augmente de 7%, alors que la demande va augmenter de 12-13%, et donc on va avoir un manque à partir de 2026. L'augmentation du budget d'exploration, ils vont augmenter à l'échelle mondiale par glissement annuel de 16% jusqu'à 2026. Le challenge pour le continent, c'est de capter une partie de cette augmentation de 16%. Nous avons également des gisements de plus en plus profonds ailleurs. Ça veut dire que si vous prenez par exemple la recherche en Amérique latine, dans la ceinture des Andes par exemple, les gisements de cuivre dans les porphyricopères deviennent de plus en plus profonds. Et donc c'est pour cela d'ailleurs qu'une partie de l'exploration de ces 16% va être appelée et utilisée pour chercher des gisements de plus en plus profonds. Et le continent africain, en raison de la modestie de l'engagement en exploration, constitue un terrain de jeu très favorable qui peut aller dans ce sens. Ça veut dire qu'on aura la chance de découvrir des gisements qui ne sont pas cachés. Donc c'est pour cela que je les appelle des opportunités pour le continent africain. Là aussi, dernière opportunité, c'est qu'au cours des dernières années, je vais donner un schéma, il y a un manque de découverte de gros gisements. Donc les gisements d'or, par exemple, qui dépassent les 1 million d'onces, ou les gisements de cuivre également, il y a un manque au cours des 3 dernières années. Donc quelques schémas pour illustrer. L'augmentation de la part de l'investissement sur les sites miniers et non pas sur les phases amont de la recherche. Donc vous l'avez, il est passé de 22% à 43%. Les découvertes de plus en plus profondes, on est passé d'une 50aine de mètres au cours des décennies 50. Aujourd'hui, on est à 150 mètres, 159 mètres pour les métaux de base et peut-être 70 mètres pour les métaux précieux. Les teneurs également sont de plus en plus faibles. Donc regardez, pour l'or, on est passé de 2,8 grammes par tonne en 2000 à 1,5 grammes par tonne. Et pour le cuivre, de 1,4 à 0,7% de cuivre. Donc tout cela, ce sont des opportunités que le continent africain pourrait capter. Le nombre des grandes découvertes, le monde n'a pas connu de grandes découvertes depuis pratiquement 2017. Et donc vous avez ici les chiffres. Quand on dit grande découverte, c'est au-delà d'1 million d'onces pour l'or. Donc vous avez un continent comme l'Afrique qui reste sous-exploré. Je pense qu'il doit alimenter cette courbe. Mais vous le savez, on est tous moi je suis géologue, donc il y a des géologues dans la salle pour découvrir des gisements et les mettre en exploitation. Les gros gisements, c'est pratiquement entre 20 et 30 ans, mais c'est une opportunité sur laquelle le continent africain pourrait s'investir. Alors quand je fais le focus sur les minerais stratégiques et critiques tel qu'il m'a été demandé et pour respecter la thématique de ce salon, je rappelle que cette notion de minerais stratégiques et de minerais critiques n'est pas très récente. Hein. Donc la première fois où elle a été utilisée, c'est entre les deux guerres, lorsque les États-Unis avaient jugé un certain nombre de minerais comme étant très critiques pour leur défense, et donc ils les ont, ayant craint une rupture d'approvisionnement,
Donc ils les ont déclarés comme étant stratégiques. Donc les minerais stratégiques sont des minerais qui vont intervenir dans la politique économique d'un État, à sa sécurité, à sa politique énergétique ou à une rupture technologique. Donc ça, c'est la définition large. Aujourd'hui, on a fait le raccourci pour tout ce qui est minerai lié à la transition énergétique ou la transformation numérique. Et un minerai critique, c'est un minerai pour lequel il y a un risque d'approvisionnement. Donc s'il y a un risque de rupture d'approvisionnement, il est défini comme étant critique. Donc comme je le dis toujours, tout ce qui est critique est stratégique, mais tout ce qui est stratégique n'est pas obligatoirement critique. Mais par la force des choses et les enjeux qui deviennent croisés, on ne parle pratiquement aujourd'hui que de minerais critiques. Tout devient critique finalement parce qu'il y a cette concurrence et ces rivalités entre les pays. Les études prospectives montrent que les 5 minéraux qui vont subir les pressions les plus importantes sont le lithium, le cuivre, le nickel, le cobalt, le graphite et les terres rares. C'est là où il y aura les pressions. Je vais vous montrer quelques slides. Et un chiffre qu'il faudra retenir, c'est que selon le FMI, pour être dans le scénario de l'accord de Paris, donc zéro net émission, le ratio production sur consommation va toujours être inférieur à 1. Ça veut dire que nous allons consommer plus que ce que nous allons produire. Et ça, c'est une grande question qui est aujourd'hui soulevée. La question qui peut être posée, c'est que est-ce que lorsqu'on lance des trajectoires climatiques, par exemple, comme celle qui a été donnée par l'accord de Paris, est-ce qu'on s'est demandé où est-ce qu'on va trouver les métaux qui vont intervenir dans cette transition énergétique? Quand on sait que pour faire de grandes découvertes, c'est entre 20 et 30 ans, donc les métaux qui vont aller sur la trajectoire de 2030, peut-être ils sont là, mais au-delà de 2030, il faudra les découvrir. Et quand on aborde cette problématique, cette question de minerais stratégiques, on va être donc confronté à 4 types de risques. Les risques géologiques, les risques géopolitiques, les risques économiques et les risques environnementaux. Et les 4 types de questions qu'on va se poser, c'est la souveraineté économique, la dépendance, la concurrence et l'innovation. Ça veut dire que, si je fais un raccourci, je dirais qu'il faut sortir de la vision que nous avons portée sur le secteur minier jusqu'à aujourd'hui de manière autocentrée. Ça veut dire qu'on a toujours observé le secteur minier de l'intérieur, par l'intérieur, indépendamment de ce qui se passe autour. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui et pour l'avenir, c'est la solution et ça va être vraiment le fond de mes propositions par la suite. Donc pour vos documents, voilà les minerais qui sont dans les industries éoliennes, dans les panneaux solaires, les centrales nucléaires, les réseaux électriques, les véhicules. Regardez par exemple le cuivre. Le cuivre, c'est vraiment, comme on dit, c'est le roi des métaux aujourd'hui, parce que c'est un métal système qui intervient dans l'urbanisation, dans le développement pour la classe moyenne et dans différentes industries, mais qu'on va retrouver dans la technologie verte et dans les transformations numériques. Donc c'est pour cela que la pression sur le cuivre va être très forte, et lorsqu'on aura dans les modélisations jusqu'à 2050, c'est le minerai le plus critique, parce que si on fait les calculs par potentiel disponible, le cuivre, on va en consommer 80%, alors que pour les terres rares, on va consommer seulement 3 à 4%. Donc c'est pour vous dire que peut-être que la criticité n'est pas liée aux minerais qui sont les plus visibles sur la scène internationale. Alors à l'échelle mondiale, la question de la demande, de l'offre sur ces minerais est confrontée à de multiples contraintes. D'abord, il y a la forte concentration de certains minerais, et ça on le sait, la Chine qui est dominante sur un certain nombre de minerais que je liste ici, les risques d'instabilité politique et sécuritaire dans certains pays qui détiennent des ressources importantes, donc ça peut impacter l'approvisionnement. Et puis également, il y a la concentration s'étend également aux phases aval. Et ça, c'est très très important. Et je vais donner le chiffre de la Chine qui domine le raffinage aval. Et donc, on peut développer des chaînes de valeur. Elles resteront toujours éclatées, mais le passage par la Chine est obligatoire.
L'un des points également auxquels il faut faire attention pour l'offre, c'est l'écrémage des mines. Aujourd'hui, à défaut de faire de nouvelles découvertes, l'écrémage des mines se poursuit et donc on va avoir des problèmes de qualité de minerai qui va être mis sur les chaînes de valeur mondiales. Les longs délais de développement des projets, entre 20 et 30 ans. Et puis il y a les restrictions et l'imposition et les restrictions à l'export. Aujourd'hui, il y a certains pays qui sont en train, par exemple, ce qu'on appelle le triangle ABC pour le lithium de l'Amérique latine. Ils sont en train de réfléchir à un cartel pour le lithium. L'Indonésie qui réfléchit fortement à réduire ses exportations pour le nickel. L'OCDE sort avec un rapport pour dire que ce n'est pas la bonne solution parce qu'il faut se concentrer sur le développement local. Et tout ça, ce sont des questions qu'il faudra peut-être, en tant que continent africain, lire de manière apaisée, de manière intelligente pour vraiment comprendre le sens de ces problématiques. Et il y a le non-respect des règles ESG sur toute la chaîne de valeur et la question du recyclage qui revient dans toutes les discussions. Mais sachez que le recyclage, au meilleur des contributions, il va alimenter jusqu'à 15% des chaînes de valeur et on aura besoin jusqu'à 2050, on ne pourra baisser l'accès à des minerais primaires que de 8% ou 10%. Donc le recyclage ne va pas également résoudre l'ensemble des problèmes posés. Alors la tendance haussière selon les scénarios climatiques, donc l'accord de Paris, il est en vert. Et le reste, je vais essayer d'être rapide sur ce genre de schéma pour ne pas vous encombrer par les chiffres. Les barres qui sont en sombre, ce sont les industries qui ne font pas appel à c'est pas des énergies vertes, c'est pas des industries vertes. Alors que le vert, ce sont toutes les industries, les technologies vertes. Et donc, regardez par exemple le lithium, il passe de 0% en 2000 il va passer en 2040 à 92%, donc une augmentation pratiquement de 100%. Le cobalt également, le cuivre qui se maintient. Donc en résumé, on va quadrupler la demande par rapport aux minerais qui interviennent dans ces énergies propres. Selon un rapport de l'initiative de la transparence sur les industries extractives, je donne des chiffres très récents. Là, par rapport à la production, ce qu'on produit en 2021, donc vous notez bien que les métaux qui vont être sous pression, c'est comme je l'ai dit au début, le cuivre, le nickel, le cobalt, le graphite et le lithium. Mais n'oublions pas que le cas du cuivre est très sensible parce que c'est un minerai système dont l'exploitation aujourd'hui c'est 20 millions de tonnes, alors que le lithium et le cobalt c'est 112 et 170 000 tonnes. Donc il y a vraiment un calcul d'échelle à faire pour comprendre l'importance du cuivre pour cette transition énergétique et transformation numérique. Sur le plan de la valeur de ces industries, ça aussi c'est un schéma qui me paraît très important à retenir, c'est que en comparant les revenus de la production en milliards de dollars valeur 2019, la production de ces métaux va dépasser celle du charbon avant 2040. Donc regardez, le charbon c'est en bas, donc 2040 c'est la courbe rouge, il est à peu près à 400 milliards de dollars, il va passer à 179 ou 180, alors que les autres, donc le total de ces minerais, cobalt, lithium, nickel, terres rares, graphite et silicium, ils vont passer donc à 203. J'ai pas bonne visibilité malheureusement, 283, 263 par rapport à 175. Donc il y a vraiment une valeur économique à capter en développement ce type de minerai. Slide que je considère comme étant l'un les plus importants dans la modélisation et de rôle de ces minerais stratégiques et critiques, et pour lequel un continent comme l'Afrique devrait se positionner et réfléchir en termes de manière de gouverner ce type de minerais. Regardez, le raccourci est le suivant. La Chine
et domine les phases aval du raffinage, même pour des minerais dont elle n'est pas productrice. La Chine aujourd'hui ne produit pas plus que 13% ou 14% de lithium, mais elle va en raffiner 60%. L'Australie, qui domine le marché par le spodumène autour des granites et des pegmatites, domine la production mondiale à hauteur de 48%, mais elle ne fait pas de raffinage. Donc le passage par la Chine va être obligatoire pour la fabrication des batteries, pour la fabrication de ce genre pour aller sur cette trajectoire verte. Et donc, la même chose pour tous les autres minerais. Le cobalt, la Chine ne produit pas de cobalt. Elle fait le raffinage de 65%. Les terres rares, elle produit, mais elle domine le raffinage. Sachant que les terres rares, sur le plan de la criticité en termes de disponibilité et de concentration, et il n'y a pas de problème parce que la Chine, sur le plan à l'échelle mondiale, elle ne va détenir que 30% des réserves mondiales. Donc les réserves existent, elles sont ailleurs. Ce qui n'existe pas, c'est la technologie pour faire ce raffinage et pour traiter ces minerais. Et c'est pour cela que dans les politiques de trajectoire d'évolution du secteur minier à l'échelle du continent, on est obligé de tenir compte de cette question et essayer de la traiter. La même chose pour le cuivre. La Chine produit peut-être 8%, mais elle fait le raffinage là aussi de 68%, contre le Chili par exemple qui produit, il est dominant, les 35%, 33%. Et donc vous avez une idée sur ces problèmes merci. Ces questions vraiment de maîtrise du raffinage qu'il faudra donc traiter, et je vais revenir dans mes conclusions. Quelques chiffres qui datent de la semaine dernière pour vous expliquer vraiment. Le but n'est pas de revenir sur des choses chiffrées, mais c'est pour vous dire que d'après les derniers rapports, par exemple, de l'Institut de gouvernance des ressources naturelles, 19% des réserves mondiales de métaux nécessaires à la fabrication d'un véhicule électrique sont en Afrique. Entre 20 et 90% des réserves de 11 minéraux nécessaires à la transition énergétique sont en Afrique. Et donc vous avez les PGE, vous avez le manganèse et vous avez d'autres substances, le graphite, le cobalt, le cuivre, le titane également sous forme d'ilménite. Et puis là, une dernière publication là aussi qui date de quelques jours, c'est que cette rivalité entre les pays, la Chine continue à être très agressive sur le marché africain, parce que d'ici 2025-2026, la part du lithium mondial traité par la Chine va provenir du continent africain. Donc quand on signe des contrats sur le long terme sur un certain nombre de substances, il faut vraiment se poser la question sur l'avenir de cette filière localement. Ça va être l'une aussi de mes conclusions. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que nous avons traité cette question au niveau du Conseil économique, social et environnemental du Maroc. J'ai eu l'honneur d'être le rapporteur de ce sujet. Et le rapport est disponible sur le site du Conseil économique et social, donc www.cese.ma. Et le titre parle de lui-même, les minerais stratégiques et critiques, contributeurs à la souveraineté industrielle du Maroc. Parce que finalement, c'est de la souveraineté industrielle qu'il s'agit pour aborder ces questions. Alors, nous sommes partis de l'ambition prospective. C'est très important pour des pays comme les nôtres de parler d'ambition prospective donnée par le nouveau modèle de développement, parce que le Maroc, sous une commande de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, avait mis en place d'une commission pour le nouveau modèle de développement, et le rapport, il avait sélectionné 11 filières industrielles d'avenir pour notre pays. Nous les avons examinées, nous avons écouté les différentes fédérations et on s'est dit quels sont les minerais dont nous aurons besoin pour avoir cette souveraineté industrielle, sachant que le terme souveraineté industrielle, vraiment c'est un concept, c'est une balise. Nous l'avons considéré au CESE comme étant une orientation majeure sur laquelle nous avons bâti notre réflexion. Et nous avons essayé de répondre à cette question qui est celle qu'on se pose tous. Et je crois que tout le monde va être ici dans la salle d'accord avec cette formulation.
on s'est dit comment améliorer d'une manière synchronisée et sur la même trajectoire c'est celle du développement durable, la performance, la triple performance donc économique, sociale et environnementale du secteur minier sur le plan donc économique, social et environnemental, tout en plaçant les minerais stratégiques et critiques au cœur de la souveraineté industrielle. Donc vraiment ça se joue sur ces deux piliers. On ne peut pas, lorsque l'OCDE dit que ce n'est pas bon, c'est pas bon pour un pays de mettre des quotas d'exportation, il faut focaliser sur la valeur ajoutée locale, je suis d'accord, mais non, il faut également se projeter sur l'avenir et sur les 40, les 50 prochaines années en termes de souveraineté industrielle. C'est très très important, c'est ce que je vais appeler tout à l'heure la ligne de temps. Il ne faut pas, rater le rendez-vous. Et nous avons utilisé, parce que pour dire que minerai est stratégique ou critique, c'est une méthodologie bien faite. Nous avons utilisé la méthodologie américaine, vraiment très fine en termes de questions à poser et de réponses. Nous avons d'abord utilisé une démarche prospective. Ça veut dire, voilà les 11 secteurs sur lesquels nous allons travailler à l'avenir. Quels sont nos besoins? Quels sont les risques d'approvisionnement? Est-ce que nous avons un potentiel localement? Est-ce qu'on peut le développer ou pas? Donc, en résumé, c'est ça les grandes questions auxquelles nous avons répondu, sachant qu'il y a des éléments qui ne sont pas disponibles en termes de réponse, et on a demandé au Haut Commissariat au Plan de faire une comptabilité séparée qui va vraiment dans le détail de ce genre de questions. Et nous avons identifié une vingtaine de minerais que nous avons identifiés comme étant stratégiques et critiques. C'est une liste prospective, c'est une liste exploratoire, parce que le CESE, c'est une institution constitutionnelle qui donne des avis au gouvernement et aux deux chambres du Parlement. Donc on est resté dans notre rôle, on n'est pas allé au-delà de cette liste, mais nous avons apporté des recommandations qui s'organisent en 6 axes, que j'espère que vous aurez l'occasion de les examiner en détail, parce qu'on a touché au cadre général, la mise en place de la commission des minerais stratégiques et surtout la création d'une instance qui va combiner les efforts entre les secteurs des mines et l'industrie. C'est très important. L'amélioration de l'attractivité, la productivité du secteur, les chaînes d'approvisionnement et surtout la valorisation nationale de ces minerais et le caractère inclusif. Donc je vous laisserai découvrir vraiment le détail et ça peut servir également des mécanismes de débat entre nous au cours des prochaines sessions. Donc pour conclure, personnellement, deux messages que je pense important vu ce qui se passe aujourd'hui, selon le phasage suivant, donc selon l'articulation suivante. Il y a une dimension nationale ou régionale qui doit s'intéresser à la triple performance du secteur. Donc c'est ce que nous faisons, tant avec les codes miniers 5e génération, qui vont garantir la durabilité des infrastructures. Donc vraiment le secteur minier au cœur du développement, le contenu local et tout ce qu'on peut dire. Je vais projeter un schéma à la fin. Mais ce que je pense, il est vital pour le continent africain de réfléchir à la lignée temps d'ici 4 décennies, 5 décennies, où est-ce que le pays veut être sur le plan de la souveraineté industrielle. C'est une question majeure, à mon avis, qu'il faut se poser dès aujourd'hui. Et ça, c'est pas le secteur minier qui doit répondre seul à cette question, c'est vraiment une réponse qui doit émaner d'instances gouvernementales, le département des mines, le département de l'énergie, l'industrie, la sécurité alimentaire, etc. Vraiment, c'est le cœur du débat que nous devons avoir aujourd'hui en tant qu'Africains. Alors, dans cette ligne temps, on va se poser des questions. Quelle vision prospective on doit avoir? Au Maroc, nous avons utilisé le rapport du nouveau modèle et les 11 secteurs. Ça peut aller des énergies renouvelables jusqu'aux sciences de la santé, la pharmaceutique, le robotique, et vraiment tout ce qui est alimentaire, etc. La souveraineté industrielle, quel type de partenariat? Donc quand je signe un partenariat aujourd'hui, quel va avoir son impact sur le futur? Dois-je avoir des stocks stratégiques si je veux faire une gigafactory dans quelques années?
Est-ce que je dois faire un stock stratégique pour l'utiliser demain ou pas? Ce sont des questions qu'on s'est posées au niveau du CESE et nous avons dit qu'il faut être très vigilant sur ces questions qui sont très importantes. L'équilibre entre les revenus immédiats pour l'État et la trajectoire de la valorisation locale, très important de gagner sur les deux fronts. Il faut tirer le meilleur aujourd'hui, mais il faut réfléchir aux décennies à venir pour encourager la valorisation locale. Autrement dit, je repose la question d'une autre manière. Il faudrait mesurer l'impact de la tonne vendue aujourd'hui dans ce cadre-là, dans le cadre d'une responsabilité intergénérationnelle. Donc le but pour moi, c'est de sortir de cette vision du secteur minier auto-centré sur lui-même pour aller davantage sur des questions qui vont répondre à des orientations majeures sur l'avenir d'un pays et même d'un continent. Deuxième échelle, c'est l'échelle internationale, c'est la symétrie des responsabilités pour une transition juste. Ça veut dire que moi, personnellement, je suis toujours gêné quand je lis des projets qui sont financés par des bailleurs de fonds, et ces bailleurs de fonds ne regardent que le côté approvisionnement. Moi, je finance, mais j'ai besoin de garantir mon approvisionnement, et je garantis pour le pays qui produit le respect des normes ESG. Je ne pense pas qu'aujourd'hui c'est suffisant, parce que l'intérêt, c'est qu'il faut qu'il y ait une symétrie de responsabilité et de résultats. Il ne faut pas creuser l'écart de la transition énergétique entre les pays riches en ressources naturelles, généralement au sud, et les pays industrialisés qui sont à fond sur la transition énergétique. Ça aussi, c'est une question que je vous propose comme étant un axe de réflexion. Et d'ailleurs, et tout cela, bien sûr, moi je pense que ça a été dit, le partenariat Sud-Sud est un partenariat qui peut apporter des réponses factuelles à ces grandes questions. Donc, je vais conclure par 3 slides schématiquement. Pour la phase de la triple performance, bien entendu, c'est le modèle que je défends, un secteur minier qui va aller sur un développement humain large et durable. Et quand on dit un développement humain large et durable, c'est selon la terminologie du programme des Nations Unies pour l'environnement. Le secteur minier, il est géré, il est cadré, il est gouverné par les États et ses institutions. Les institutions internationales, quand on parle du pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels, il est contraignant, donc les États répondent sur ces engagements-là. Et bien sûr, toute la régulation, c'est la partie gauche. Il y a les entreprises également qui ont leur intérêt, donc on les connaît. Il y a le rôle des communautés, la société civile, le rôle de plaidoyer, etc. Ça veut dire que le but pour un État, c'est d'avoir un secteur minier qui est bien gouverné, transparent, intégré économiquement, qui respecte l'environnement, qui respecte le droit des populations. Mais ceci doit se faire en convergeant le rôle de parties dont les intérêts ne sont pas toujours convergents. Par exemple, une entreprise veut gagner plus d'argent il ne voudra jamais être surtaxé, par exemple. Et vous connaissez les problèmes posés par les taxes sur des profits. Donc tout cela, c'est des choses sur lesquelles je ne fais revenir. Mais pour le secteur minier proprement dit, le plus important, c'est qu'il soit désenclavé. Et ce terme désenclavé, nous l'avons beaucoup utilisé. C'est un terme également qui est utilisé dans le rapport qui a servi de la mise en place de la vision minière africaine. Donc il faut développer des liens amont avec le contenu local, donc les services et tout ce qui gravite autour. Des liens aval et des liens de diversification, donc c'est les relations avec l'industrie. Mais il y a aujourd'hui des liens connexes qui apparaissent. Ce sont les liens avec des secteurs qui n'ont rien peut-être à voir avec la mine. C'est le cas du dessalement de l'eau de mer et le cas de l'utilisation des énergies renouvelables. Et donc c'est pour être vraiment dans des situations de responsabilité envers l'environnement et qui respectent le développement durable. Et bien entendu, la question de la souveraineté industrielle doit être l'enrichissement, la valorisation locale, et doivent être au cœur vraiment de la stratégie. Et bien sûr, c'est en étant dans cette démarche
dans ce cadrage qu'on va pérenniser cette activité et ses intérêts. Le deuxième point sur lequel donc, je reviens, c'est la relation du secteur minier avec la transition énergétique. Et c'est pour cela, je le redis pour peut-être la troisième fois, il ne faut plus qu'on considère le secteur minier comme étant un secteur qui n'est pas connecté aux autres. Et sa relation par rapport à la transition énergétique me paraît importante parce que la ligne 1, bon, c'est ce que j'ai dit sur le secteur minier en termes de transparence et de responsabilité envers les communautés, l'environnement et l'intégration économique. La courbe 3, c'est la transition énergétique. Et nous devons, ça c'est de la politique aussi des gouvernementales, une transition énergétique doit être juste. Il doit qu'elle soit également soutenable sur le plan financier. Il faut qu'il soit équitable, donc les populations y accèdent. Et là aussi, ce sont des résultats d'une étude dont j'étais le rapporteur au niveau du CESE sur la transition énergétique pour le Maroc. Et donc, vous voyez très bien que un secteur minier responsable va alimenter une transition énergétique qui doit être également responsable. Mais s'il y a une coupure dans une ligne, ben c'est tout le système qui va tomber à l'eau. Et dans ce cas-là, l'exemplarité du secteur minier va être touchée. Ça veut dire que si on fait une bonne transition énergétique, on valorise le secteur minier. Et c'est cette observation, je dirais, intégrée qu'il faut qu'on ait, même quand on négocie avec des investisseurs étrangers ou des bailleurs de fonds. Et donc là, c'est les pays riches en ressources naturelles, les États, les entreprises et les ONG, mais à droite, les pays industrialisés qui veulent sécuriser leur approvisionnement. Moi, je pense que cette sécurisation d'approvisionnement doit être accompagnée d'une reconnaissance de la symétrie des responsabilités dans la mesure où, dans la négociation, il ne suffit pas de garantir l'approvisionnement du pays industrialisé et de donner et de respecter les normes ESG dans le pays d'accueil, mais de mettre sur la discussion le transfert des technologies vertes. Comme je l'ai dit au début, c'est l'article 4 de l'accord de Paris. Et ça, c'est un point sur lequel, moi, personnellement, je pense que le continent africain devrait s'investir parce que finalement, si on ne le fait pas, la transition, on va avoir des écarts et des inégalités dans la transition énergétique et la transformation numérique entre ces pays riches en ressources et les pays industrialisés. Et donc, comme je l'ai dit, je conclus par la phrase suivante. Une transition énergétique juste va contribuer à la valorisation de l'extraction des minerais. Voilà ce que j'avais à partager. Merci beaucoup. Et bien sûr, je le fais toujours à la fin. Je remercie Simo Derir pour son invitation. Je remercie donc toute l'équipe de Mine Énergie pour l'accueil qu'il nous réserve à chaque fois que nous sommes parmi eux, parmi elles. Merci beaucoup. Merci. Et nous vous demanderons aussi de rester encore un petit moment avec nous, Mme Masri Nabik. D'abord, pour vous demander, parce que votre riche présentation nous a été fortement demandée, donc où est-ce qu'on peut, pour les intéressés, où est-ce qu'ils peuvent la récupérer? Moi, je vais vous donner mon adresse mail. Je crois que je laisse... avec la première page. La première slide. Donc, mon adresse mail, c'est abdallah.moutaki@um6p.ma. Donc, envoyez-moi un email. Je me ferai un plaisir de vous envoyer une copie de la présentation. Donc voilà, après ce riche tour d'horizon afro-africain, durant lequel nous avons beaucoup appris sur un secteur qui nous réunit aujourd'hui, j'ai le plaisir de déclarer officiellement ouverte la 7e édition du Salon international Mines et Carrières, et je demanderai à l'ensemble des intervenants, à nos honorables invités et aux différents membres des délégations de bien vouloir nous rejoindre sur scène pour une photo de famille. Merci.
La photo sera suivie par une visite du salon. Merci pour vous.